Alors bienvenue sur le site du Piage. Comme vous pouvez le voir, on est en pied de falaise. Voilà. Et dans cette falaise, vous pouvez voir deux grandes ouvertures qui sont en fait deux entrées de grotte. Les entrées de grotte, elles ont été occupées par les hommes préhistoriques entre 30 000 ans et à peu près 18 000 ans avant Jésus-Christ. Et également en pied de falaise, c'est-à-dire entre les deux grottes, il y a également eu des habitats. Le site a été découvert lorsqu'il y a eu la construction du réservoir d'eau dans les années 50. Parce qu'il y a encore de l'eau qui ressort, il y a une résurgence qui sort de la cavité, de la première grotte ici à gauche, qui est captée dans ce réservoir. Et d'ailleurs la population locale vient s'abreuver ici. Beaucoup de personnes viennent prendre de l'eau à la source ici du Piage, qui est une très très bonne eau locale. Lorsqu'ils ont construit ce réservoir, ils ont fait plusieurs objets en silex, des outils taillés par nos ancêtres. Et lorsqu'il y a eu une première évaluation sur l'ancienneté de ces vestiges, ils se sont avérés donc très très anciens, par les premiers types Homo sapiens sapiens, l'homme moderne, comme nous, l'homme de Cro-Magnon. Voilà. Et donc il y a deux fouilleurs très connus à l'époque, M. Fernand Champagne et René Espitalier, qui sont venus faire une première évaluation pour voir si le site était intéressant à fouiller. Et en fin de compte, ils ont fouillé ici pendant plus d'une dizaine d'années, pendant 15 ans. Et en fin de compte, la grande partie centrale entre les deux cavités, entre les deux entrées de grotte, ont déjà été fouillées entre les années 60 et la fin et le début des années 70. Voilà. Donc ce site était très important parce qu'il documente le passage de l'homme de Néandertal à l'homme moderne. Et cette transition, elle se fait aux alentours de 30 000 ans et c'est quelque chose qu'on connaît très très mal en Europe. Avec la résurgence de l'eau avec le gel des gels, forcément il y a des niveaux archéologiques qui ont été transportés et évacués plus bas. Ça a permis en fait d'assurer la conservation de certains niveaux. En bas de la coupe, les niveaux sont beaucoup plus foncés, sous les passerelles, parce que ça, ce sont les niveaux d'occupation qui sont dans leur position d'origine. Par contre, les niveaux qui sont beaucoup plus clairs et jaunes au-dessus proviennent en partie, pour expliquer simplement, des occupations qui étaient dans la grotte, mais qui ont été redistribuées par-dessus les niveaux plus foncés. Donc il y a beaucoup de matériel à l'intérieur, mais ils ont été lessivés, ce qui explique pourquoi on a ce sable jaune. Mais il y a beaucoup de matériel archéologique dedans, les outils en pierre qui ont été taillés, les éléments de faune des animaux qui ont été chassés. Donc c'est ça qui nous permet de reconstituer ensuite les modes de vie. Voilà. Mais avant de fouiller ces niveaux inférieurs qui nous intéressent, il faut d'abord fouiller convenablement également tous les niveaux supérieurs. Et ça se fait très délicatement, parce que malheureusement quand on fouille, on détruit. Et donc il faut être capable de reconstituer le site en 3 dimensions quand on est en laboratoire, pour les générations futures. Donc on fouille avec méthode. Il y a comme un carroyage, donc comme des carrés qui sont au sol. Voilà. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la coupe, vous avez des ficelles qui permettent de délimiter ces unités de travail où il y a un archéologue derrière chacune de ces unités. Et chaque carré est ensuite subdivisé en quarts de mètre carré. Et c'est comme un immense mot croisé où il y a une lettre et un chiffre pour arriver à déterminer, à donner un nom à chacun des carrés. Et chaque pièce va avoir sa carte d'identité qui sera déterminée à partir de ce code, si vous voulez. Et ensuite, il y aura un numéro d'inventaire. Et chaque pièce qui sera prélevée va être enregistrée dans l'appareil qui est au milieu. Voilà, ça c'est le plus important, le théodolite, qui est relié à un petit ordinateur. Et ça, c'est la pièce majeure. On a des carnets aussi, où on consigne tout. Mais là-dedans, il y a tout l'inventaire des pièces qui ont été trouvées depuis une dizaine d'années. Il y en a plus de 15 000 pièces cotées, par exemple. Donc ça représente quand même beaucoup d'informations. Qu'est-ce qui est conservé? Ce sont tous les vestiges laissés par nos ancêtres préhistoriques. D'une part, les outils en pierre, surtout en silex, et également les ossements d'animaux qui ont été chassés, qui sont souvent brûlés, d'ailleurs, qui ont assuré leur conservation. Ça va être donc des fragments d'os ou parfois les éléments dentaires. Voilà. Et ensuite, on a des spécialistes qui vont dire quelles étaient les espèces chassées. Ici, c'est surtout une faune froide, donc du renne. On a également du cheval. Voilà. Du bison, pour les différentes époques froides. Voilà, ça c'est le travail d'une journée, d'une matinée. Voilà la pêche. À la pêche au silex. À la pêche au silex, voilà. Et donc là, dans la coupe sud, ils ont un code jaune. Au témoin nord, on a un petit code bleu pour s'y retrouver. On sait exactement, ça c'est l'année de fouille, Piage 2013. Le carré I2, donc on sait que ça se situe par là-bas. Ensuite, c'est le sous-carré C. Voilà. Et ensuite, il y a la couche qui est indiquée, le décapage, un numéro de pièce. Voilà, le silex. La même chose ici, par exemple. Vous voyez, on trouve des choses toutes petites. Voilà.
Et ensuite, il y a un numéro d'inventaire. Ensuite, ça partira au laboratoire, ça sera lavé, ça va sécher et on va remettre ces codes sur la pièce, elle sera identifiée. Et là, on pourra la manipuler. Ce qui fait qu'avec ceci, avec sa carte d'identité, on sait exactement d'où vient chacune des pièces. Voilà. Et là, on peut commencer à travailler pour voir la relation qu'il y a entre chacun de ces vestiges, pour arriver à reconstituer quels étaient les modes de vie de nos ancêtres. Où est-ce qu'ils ont fait les foyers, où est-ce qu'ils ont découpé les animaux, voilà, différentes aires d'activité. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé et il y a beaucoup d'ossements d'animaux très fragmentés, mais qui correspondent aux anciens restes de repas des animaux qui ont été chassés et qui ont été ensuite consommés par nos ancêtres. Et au milieu de ces ossements, il y a également quelques outils en pierre et en silex. Est-ce que tu as quelques éclats de silex retouchés là? Tu montres du doigt tout simplement. Voilà. Ah, voilà, très bien, par exemple. Voilà, un bloc. Voilà, c'est peut-être un fragment d'éclat ou de nucléus. Oui, c'est ce qu'on appelle un nucléus à lamelles. Donc ils ont tapé ici pour retirer des grandes lames pour fabriquer des espèces de couteaux que nous on appelle des lames, qui sont des éléments très tranchants. Ouais, voilà, pour retirer la viande sur les carcasses d'animaux. Et une fois que le tranchant était un petit peu émoussé, on pouvait le retoucher et faire réaffûter cet outil. Voilà. Je te le redonne, merci. Donc c'est un travail très méticuleux. Parce qu'une fois que l'objet a été déplacé, donc on a détruit sa position d'origine, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut être très précautionneux. C'est-à-dire qu'il vous a fallu 10 ans pour creuser de ça. Exact. Voilà. Oui, parce qu'on pèle, voilà, et dans l'ordre chronologique du dépôt de chacune des couches. Et ça nous permettra, on espère peut-être, d'identifier qui sont les auteurs de cette culture qui est à la base ici de cette séquence, qu'on appelle le proto-aurignacien, et qui est une nouvelle culture que n'avaient pas vu les anciens fouilleurs, que nous on a caractérisé avec les nouvelles fouilles. Voilà. Il y a des charbons d'os, tout ce qui est noir, mais vous voyez qu'ils sont de beaucoup plus petits modules que ceux qu'on a vus précédemment dans la coupe sud. Et on arrive là maintenant sur des zones qui sont qu'on appelle bréchifiées, indurées, par les concentrations de calcite qui viennent des tufs. Donc ça devient plus difficile à fouiller, donc il faut vraiment un petit peu plus racler. Il faut rester délicat mais ferme. Voilà, pour arriver à nettoyer cette partie supérieure de la brèche. Donc là on a un fragment de lame. En plus c'est certainement un outil parce qu'on voit qu'il y a certainement une retouche sur le côté. On le verra là quand ce sera lavé au laboratoire. Mais avant de faire cette opération là, donc il est enregistré. Donc piège 2013, carré R8, sous carré C. Voilà, A, B, C, D. Voilà, la couche de N, c'est le deuxième décapage, c'est son numéro 340 dans ce carré. Donc c'est la 340e pièce qui est cotée dans ce carré. La nature, donc là c'est un type de silex, la date aujourd'hui, voilà, et le chercheur qui l'a dégagé. Voilà. Parce qu'ensuite on va tout contrôler le laboratoire si on n'a pas fait des fautes d'enregistrement. Voilà. Les techniques de police scientifique que l'on voit aujourd'hui sur la télévision sont très inspirées des méthodes de fouille pour enregistrer les indices sur le terrain. Donc ça c'est la moitié du travail de l'archéologue. On enregistre les données sur le terrain. Ensuite il faut les traiter en laboratoire et après il faudra les interpréter pour essayer de reconstituer comment était la vie de nos ancêtres. Et c'est comme ceci qu'on pourra refaire les livres d'histoire qu'on apprendra à l'école. Voilà. On fait progresser les connaissances et comme toute science, voilà, chaque année on en connaît un petit peu plus. Merci. Pardon, Manon. Ça, c'est une dent de reine qui a 35 000 ans. Et alors là, tu vois, elle est un peu cassée. Et tu vois l'intérieur. Et au fond, au milieu, là, c'est là où tu as ton nerf dans tes dents à toi, en fait. Et quand tu as tes caries, bah, ta dent, elle ressemble à ça. Mais bon, sauf qu'elle n'a pas 35 000 ans. Du coup, quand les soins arrivent du chantier, quand le décapage est fini, on les retrouve ici. On a, donc par exemple dans celui-là, donc on a tout le sédiment là-dedans. Et avec une indication sur le carré qui a été fouillé, la couche qui a été fouillée, le décapage, et on trouve ces indications sur les étiquettes là. Donc du coup, on va prendre ces seaux-là, on les ramène ici, et on va les vider dans ces tamis. Donc on accroche les étiquettes pour ne pas les perdre, pour pas qu'elles s'en vont dans l'eau, et on verse notre sédiment là-dedans. Et on va
les passer à l'eau. Hop. Donc le but, ça va être de nettoyer déjà les gros cailloux. Regardez rapidement, est-ce qu'il y a des inscriptions dessus. En général, il n'y en a pas. Et une fois que ça c'est fait, hop, on peut les balancer. Et du coup, après, on va obtenir des choses comme ça. Donc on va avoir plein de petits cailloux là qui sont des restes de sédiments, donc de la terre dont on s'en fiche. On va retrouver aussi par exemple des petits bouts de silex, comme ça. Des bouts d'os brûlés ici, des petits trucs noirs comme ça. Ou des bouts d'os plus classiques, pas brûlés. Donc ce petit truc marron là, on voit bien les aspérités de l'os à l'intérieur, des petits reliefs. Okay. Et tout ça, une fois que c'est frais, une fois que c'est bien nettoyé, etc., on reprend le tout avec l'étiquette qui va avec et on va les mettre dans un plus grand sachet. On rince, on met l'étiquette dedans qui va avec, c'est protégé par ce petit film plastique. Et là, on peut ramasser tout ça dedans. Et donc ça, une fois que c'est fait, donc les sédiments, on les ramène, on va les ramener au labo, c'est ça, bravo. Et on a un étage, en fait, on est dans un ancien abattoir, on a un étage sous toit qui est très chaud, on l'appelle le four. On va étaler tout ça dans des barquettes. Vous savez, les barquettes qu'il y a sur les marchés en carton, où il y a les melons, les fruits, etc. Donc on étale ça là-dedans et on va les laisser au four pendant 3-4 jours pour que ça sèche, que ce soit bien sec. Et quand tout ça c'est bien sec, vient la partie très marrante du travail. On étale tout sur un plateau et avec un pinceau, on va trier d'un côté les petits bouts d'os, d'un côté les petits bouts de silex, d'un côté les petits bouts de sédiments, etc. Et ça prend des heures et des heures.